Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On a reçu ce matin à Sud Radio un chef Surui. On va vous expliquer un petit peu quel est ce peuple autochtone d'Amazonie. Et donc, on va continuer, poursuivre avec Almir dans un live pour aller un peu plus en profondeur sur son peuple, la déforestation, les enjeux qu'il défend aujourd'hui à la fois pour son peuple mais aussi pour la planète et comprendre un petit peu tout cela. Donc quelques chiffres comme ça. Donc le premier contact, c'est-à-dire première rencontre avec les Blancs en fait, hein, en 1969. Ils étaient 5000 à l'époque, dans un territoire, on nous expliquera un peu plus en détail, au fin fond de l'Amazonie, qui fait à peu près 20 fois la taille de Paris, à peu près le 250 000 hectares, c'est-à-dire globalement la région Île-de-France, pour dire quelque chose. Et donc en 2020, ce peuple a beaucoup subi de revers, a failli disparaître, a lutté. Aujourd'hui, ils sont 1500. Donc c'est 27 villages qui sont regroupés, qui représentent 4 clans. Et donc le chef Amir a été élu à 17 ans par nécessité, en 1992, parce qu'il y avait une vacance. Et en fait, on l'appelle au Brésil l'Indien technologique. Pourquoi? Parce que il a essayé, avec succès d'ailleurs, de prendre en compte les avancées technologiques proposées par effectivement l'homme blanc, etc., pour ne pas être toujours en guerre, mais pour prendre un peu le meilleur de chaque civilisation, et pour essayer de démontrer qu'en utilisant la technique, la technologie, on pouvait aussi avoir un développement économique. Il ne s'agit pas de faire des sanctuaires et de dire la forêt on n'y touche pas, etc. Ce sont des femmes et des hommes qui vivent comme tout le monde, je veux dire, avec leurs traditions, etc., mais qui travaillent, qui produisent et qui ne veulent pas disparaître. Et donc, sous l'impulsion du chef Amir, effectivement, il y a eu tout un tas de projets culturels, économiques, sociétaux. Il va nous en parler dans le détail. Et il faut voir en fait que petit à petit, quand même, tous ces peuples autochtones sur la planète, mais particulièrement au Brésil, ont subi vraiment le pire du pire. Il y a eu beaucoup d'assassinats, disons les choses comme elles sont, et avec cette déforestation galopante qui a repris depuis 2018 et qui s'accélère malheureusement. J'allais dire, les gens ne font pas de détails aujourd'hui, et c'est des peuples entiers qui disparaissent et qui sont, nous qui sommes toujours, comme je dis dans mes lives, à la recherche de la transversalité. On essaie de s'attacher un peu à la plus petite parcelle de vie, la plus petite parcelle d'humanité, pour essayer de faire des ponts. Et je crois que c'est le combat du chef Amir, pour ne pas justement qu'on soit dans la guerre, mais essayer de cohabiter en dépit d'une modernité galopante. Alors, pour finir de présenter le chef Amir, son combat, vous l'avez compris, c'est lutter contre la déforestation dans son pays, mais c'est aussi, et c'est la raison de sa venue en France, d'alerter les opinions publiques sur la nécessité de maintenir cette espèce de poumon qu'est l'Amazonie pour la respiration de la planète, et de nouer, pas simplement d'alerter, d'avertir, d'éveiller les consciences, mais de nouer des partenariats, et il y en a déjà qui sont noués, avec les universités, notamment, avec des politiques publiques, pour que, de concert, les choses se passent harmonieusement et que chacun soit respecté dans sa diversité et dans son mode de vie. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Il a eu une idée
le chef Amir, c'était en 2006, en fait, alors qu'il était réfugié aux États-Unis, on comprend bien pourquoi, d'aller voir Google et de passer en Suisse d'ailleurs, on en dira un petit mot, et d'aller voir Google. Et il s'est dit, mais puisque New York est numérisé en 3D, Paris et à peu près tous les endroits de la planète, sauf quelques exceptions, il faudrait digitaliser, numériser en 3D ma forêt, la forêt dans laquelle on vit. Et Google a accepté. C'était une sorte de premier miracle, je dirais. Et donc aujourd'hui, on vous donnera tous les détails et les renseignements. Cette forêt est numérisée et elle existe. Et c'est une première reconnaissance à la fois des endroits les plus reculés de la planète, ça dépend de quel côté on se place, reculé par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est toujours une histoire finalement un peu d'ethnocentrisme ou d'anthropomorphisme ou d'anamorphose, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais donc en tout cas, ça existe et il continue à porter cette parole et à essayer de nouer des partenariats. Donc il est professeur émérite à l'Université fédérale de l'État de Rondônia, au Brésil. Et donc il est spécialiste du développement durable, évidemment, et il essaie de développer des politiques publiques avec les différents États pour faire avancer ces projets. Donc si on résume un petit peu ces projets, c'est évidemment la reforestation, hein, puisque je le disais, là, vous irez voir ça sur Internet, à quel point, on va dire, ces dernières années, surtout la déforestation s'est faite de façon anarchique et galopante. Il a créé une université autochtone du peuple Surui, qu'il représente, cette année, et il a un partenariat déjà avec l'université de Princeton, et il cherche des partenariats avec tous les peuples autochtones de la planète, et il est aidé par Mathilde ici, qui est vice-présidente de l'association Aquaverde, aquaverde.org, qui est en Suisse, mais qui crée un département en France, que tu es en train de monter. Et donc je vous incite à aller voir, mais on rappellera tout ça, sur le site aquaverde, V-E-R-D-E, tout accroché, .org. Donc, il a créé aussi, le chef Amir, un système de gouvernance inspiré du peuple traditionnel Surui, avec un parlement, il nous en parlera. Et en réalité, le vrai nom de son peuple, c'est Païter, qui signifie l'homme, l'unique, le vrai, l'authentique. Et le nom Surui a été donné donc, en 1969, j'imagine, quand il y a eu ce premier contact par l'homme blanc. Et Surui signifie en réalité ennemi, opposant. Donc c'est vrai que le premier contact, on a vu mieux comme premier contact, puisque dès qu'on va vers quelqu'un et qu'on le nomme du phonème, du nom d'ennemi, bah c'est vrai que c'est pas un premier départ tout à fait engageant. Et puis enfin, on parlera de la succession, parce que tout ça se prépare, c'est bien d'avoir conscience, c'est bien d'organiser les choses aujourd'hui. Ça a permis aussi, évidemment, un éveil, une prise de conscience. Ça a permis d'enrayer la disparition du peuple Surui, Païter. Mais il faut cette université, ces partenariats, cette distribution de la parole, des idées, des modes de vie plus traditionnels. Il faut continuer, il faut le pérenniser. Et donc il y a tout un enjeu de formation des jeunes, des gamins qui vivent encore, qui vivent au village, en plein cœur de la forêt. La première ville est à 40 km, on en parlera. Donc je dois dire qu'il a lui-même 5 enfants qui étudient, qui étudient la médecine. 2 sont avocats, d'autres étudient la médecine, tout en ayant un mode de vie traditionnel. Donc les choses sont possibles avec un peu d'énergie, de bonne volonté et d'humanité. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu le contexte. Alors comment, chef Amir, vous vivez aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, dans votre forêt,
Et qu'est-ce qui a changé pour vous? Depuis combien d'années vous y étiez? De millénaires, j'imagine, vous y étiez. Et qu'est-ce qui a changé depuis le début, la fin des années 60? Bem-vindo ao Chef Ami. E nos podia contar um pouco como que vive agora o povo suruê lá na floresta, como que era antes do primeiro contato e como que é agora depois do primeiro contato, como foi o impacto da sociedade moderna até agora. Então, bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar todos ouvintes e acompanhantes desse canal, né? Também quero agradecer seu convite por eu estar aqui e dizer que meu povo hoje vive na terra indígena 7 de setembro, no estado de Rondônia, Brasil, Amazônia. E antes de contato, o meu povo era mais vivia com todo o conhecimento da floresta, com todo sabedoria da floresta. Todos os alimentos eram gerados na floresta, como a caça, pesca, colheita de fruta, medicinas, conhecimento. Então, nossa relação era totalmente pura com a floresta, com a natureza, né? Então, tivemos contato com a União Indígena em 1969, e aonde que mudou, né? Hoje nós temos que viver com duas culturas diferentes, né? Hoje nós trabalhamos com algumas ferramentas de trabalho, na maioria das vezes tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente usamos sabedoria da floresta, né? Então hoje buscamos com duas culturas para a gente fazer a gestão do nosso território, né? Como agricultura sustentável, aí tem uma visão de que não só produzir para se alimentar, mas produzir também para oferecer ao mercado o produto que o povo suru está produzindo dentro do seu território. Mathilde va traduire. Je vais résumer ça. Donc d'abord, le chef Amir voudrait remercier tous ceux qui nous rejoignent sur l'émission. Il voudrait remercier aussi toute l'équipe qui nous a invités, qui a invité le chef Amir à pouvoir s'exprimer sur ce plateau. Et voilà, donc le peuple Surué, le peuple d'Almir, vit sur une terre de 250 000 hectares qui s'appelle la terre du 7 septembre, dans l'état de Rondônia au Brésil, dans la forêt amazonienne. Avant le premier contact, le peuple Surué, le peuple d'Almir, vivait dans une connaissance globale et complète de sa forêt et de son environnement. Les Surué savaient comment s'alimenter. Ils s'alimentaient avec la chasse, la pêche, la récolte fruitière. Ils avaient toute une tradition médicale qui était issue donc de la sagesse des plantes. Et ils avaient une relation pure avec la forêt. À la suite du premier contact, donc c'est le premier contact, c'est ce qu'on appelle un contact pacifique avec la société majoritaire. À la suite du premier contact en 1969, ils ont été forcés de vivre dans une dualité des cultures, une culture moderne et une culture traditionnelle qui était la leur. Et aujourd'hui, ils vivent avec des instruments technologiques qu'ils mêlent avec le savoir de la forêt et la sagesse du peuple Païter Surué. Aujourd'hui, ils sont à la recherche d'un modèle qui unit les deux cultures dans un objectif de gestion territoriale saine et respectueuse à la fois de l'environnement, du peuple et d'un développement économique. L'idée du peuple Païter Surué aussi, c'est d'aller dans une gestion du territoire, une gestion de la forêt qui permet pas seulement de s'alimenter en tant que peuple Païter Surué, mais aussi de pouvoir proposer une production au monde extérieur sans abîmer, sans détruire la forêt. Voilà, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'essence et la nature de tous ces projets de développement, c'est pas évidemment de dire il y a le bien, il y a le mal, on va lutter les uns contre les autres, une civilisation est supérieure à l'autre. C'est de toute façon, les choses étant ce qu'elles sont, l'idée c'est effectivement d'avoir une coexistence pacifique, je dirais, mais que chacun respecte l'autre. Ça n'a pas toujours été le cas. On peut peut-être revenir sur l'aventure, ou en tout cas les mésaventures qui sont arrivées au chef Amir, qui a été menacé de mort à plusieurs moments de
de sa vie, qui a dû s'enfuir. Et je crois aussi que les gens qui l'ont défendu, notamment son avocat, ont été assassinés. Ok. Então, eu acho que aqui não tem o mal e o bem. Não é uma pergunta agora de uma luta de um contra o outro. A ideia aqui é a coexistência pacífica com o respeito de cada um e com o respeito do espaço para que cada um seja o que ele é e para se poder expressar. Mas aqui podemos falar um pouco mais de o que está acontecendo com o chefe Amir, que foi ameaçado muitas vezes e ele tinha que se refugiar em outros países, em parte em sua vida. E aqui tive gente que era defendendo o Amir, que era ajudando o Amir, mas também essa gente pode ser ameaçada, como o exemplo de seu advogado que foi assassinado não faz muito tempo. Sim, isso mesmo, porque existe uma parte da sociedade que precisa criar consciência que é possível você desenvolver economicamente e ambientalmente com a floresta de maneira planejada, maneira responsável e utilizando os critérios, né? Mas então quem luta pela floresta vai ao encontro com esse tipo de interesse que querem utilizar a floresta de qualquer maneira, né? Então a gente vamos enfrentando esses interesses econômicos que são das ilegalidades, né? Aonde a gente vem sido ameaçado e também foram assassinados outras lideranças indígenas, o próprio esse advogado que falamos, né? Que defendia a floresta, que defendia os povos indígenas. Effectivement, il y a vraiment une partie de la société qui a besoin de se reconnecter et de développer une conscience selon laquelle, et de se rendre compte qu'il est possible de mettre en place des systèmes de développement planifiés, respectueux et dans une vision durable et plus globale de l'utilisation de la nature et de l'utilisation de l'environnement. Et effectivement, les modèles que nous essayons de mettre en place, ceux que nous prenons, et qui sont notamment de lutter pour la préservation de la forêt, vont à l'encontre de ceux qui veulent utiliser la forêt de manière à servir leurs intérêts et qui sont désireux d'utiliser la forêt et sans aucun désir de la préserver, c'est-à-dire seulement l'utiliser et en disposer, quitte à la détruire. Et évidemment, nous sommes les premiers à souffrir d'entrée illégale sur le territoire et de l'utilisation illégale à la fois de la terre, que ce soit au secteur minier ou du déboisement terrible de la forêt. Pour le braconnage du bois, nous recevons des menaces permanentes et effectivement, il y a beaucoup d'assassinats. Et aujourd'hui, avec la connivence du gouvernement et les leaders qui sont les défenseurs, les leaders autochtones qui sont défenseurs de ce thème de l'environnement et de la forêt, sont les premiers cibles. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure notre hôte, mon avocat a été tué, il fait partie de ceux qui défendaient les peuples autochtones et les droits de la forêt, mais ce sont également les leaders autochtones qui sont eux-mêmes visés et assassinés. Vous pouvez peut-être nous parler, chef Amir, de la gouvernance que vous avez imaginée et mise en place au sein du peuple Surui. Comment ça fonctionne? Vous avez été élu, sans entrer trop dans le détail, globalement, comment s'exerce cette gouvernance? Est-ce qu'on est dans une démocratie? Est-ce qu'on est dans une démocratie il y a forcément une représentation puisqu'il y a des élus, mais est-ce que vous vous réunissez souvent? Comment les décisions sont prises? Est-ce que les femmes y participent? À quel âge on peut y participer? Et peut-être aussi nous expliquer, nous dire si tout cela est fait dans le cadre de démocratie. On a toujours un peu notre prisme à nous, mais le peuple Surui aussi est une société initiatique avec des rites, des rituels
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez imaginé, comment ça fonctionne? Então, o Chiframe, nos poderia falar um pouco da governança que você imaginou e que você aplicou dentro do Povo Surui, por favor? E eu sei que você foi elegido assim com ano de 17 anos, mas nós podemos apresentar um pouco como se faz essa governança dentro do Povo Surui? Se é uma democracia, como é o processo de eleição dos líderes? E como que se reúne os povos para decidir que é o processo de decisão aqui, se as famílias também participam. E aqui sabemos que o povo Surui é um povo que inicia através de rituais iniciáticos. Nós podemos contar um pouco como funciona isso? Sim, podemos sim. Então, nós adaptamos um pouco do nosso sistema de governança, inspirado em um pouco no nosso conhecimento de sistema de governança ancestrais e também do sistema jurídico que existe dentro da não cultura indígena. Então nós criamos um parlamento, Paiter Surui, que em Tupimundé chama Labioayeshap, né? Então, instância máxima desse parlamento Paiter é Pamatoyei, que é o Conselho dos Anciões, que são compostos pelas 12 pessoas, 3 pessoas de cada clã, porque o povo Surui são compostos pelos 4 clãs, Namep, Namir, Macor e Caban, né? Então, esses 12 pessoas elegem o líder maior do Surui, né? Que são indicados, e depois venha representantes das aldeias dentro do parlamento, que são eleitos pela comunidade, são votados pelas comunidades das aldeias, né? Então, elege 2 representantes pela zona das aldeias, onde são eleitos 10 pessoas, e vai compor também o parlamento, que daria 23 pessoas ao todos, né? Então, assim, esse parlamento também pensa trabalhar com direito coletivo, né? Baseado em que direito é de cada um, né? E também democraticamente, no sentido de a gente compartilhar a nossa responsabilidade com cada líder. Ok. Donc nous avons ici dû adapter un système de gouvernance qui est à la fois inspiré du système de gouvernance ancestral du peuple Paiter, mixé avec un système juridique qui est issu donc de la culture non traditionnelle, de la culture non autochtone. Nous avons créé le Parlement Paiter Surui, qui s'appelle dans la langue Paiter l'Abia Echap, dont l'instance majeure... Sim, c'est sim. quelle voilà? Pode L'Abia falar. Echap. Labioayeshap. Ça, c'est la bonne prononciation. Dont l'instance majeure s'appelle le Pamatonia, Pamatoyei. qui est donc le Conseil des Anciens. Le Conseil des Anciens est constitué de 12 personnes, 12 anciens. C'est 2 personnes par clan qui sont élus. Il y a 4 clans, le clan Namep, Namir, Gamé et Gamban. Caban. Et donc ces 4 clans représentent 27 villages qui sont divisés sur un territoire de 5 zones. Les représentants des villages sont votés par la communauté et on envoie 2 représentants par zone, ce qui nous donne 10 parlementaires. Ça nous donne un parlement qui totalise 23 personnes, les 12 anciens, le conseil des 12 anciens, plus les 10 représentants des communes qui élisent ensemble, décidés par les anciens, un chef qui représente tous les clans. Donc ça nous donne 23 personnes. Le Parlement, c'est un atelier de travail qui pense et qui partage les responsabilités, les directives et les idées basées sur un collectif dont la philosophie est vraiment l'écoute de chacun et de chaque voix. Ils partagent à la fois leur savoir, leur expérience,
leur vision et les responsabilités. Et ensuite, des décisions qui sont prises au sein du Parlement Suruê sont redistribuées territorialement sur l'ensemble des clans. E orientação desse parlamento ao qualquer líder do povo Paité tem que continuar a implementação dos projetos que são criados baseados no plano de 50 anos. Não precisa fazer o novo plano para líder, então tem que seguir, dar continuidade a todos os projetos que são desenvolvidos. Então, essa é a orientação que o parlamento traz ao povo suruí. La direction que prend le Parlement, sa vision et sa philosophie, c'est de pouvoir gérer et superviser l'application et la bonne mise en route des projets qui sont issus du plan stratégique des 50 ans du développement Suruê. C'est un plan qui a été élaboré par le chef Almir en l'an 2000 et qui recouvre tout un panel de projets qui sont à la fois des projets de reforestation, des projets sanitaires, des projets d'éducation, des projets de politique, des projets philosophiques et de vigilance du territoire également, avec des projets agricoles et d'agroforesterie. Le Parlement n'encourage pas nécessairement d'avoir des nouveaux projets avant de pouvoir implanter tous ceux qui ont été élaborés à l'issue du plan des 50 ans. Donc, le Parlement et ensuite la redistribution des responsabilités voient à ce que ces projets puissent avoir une continuité sur le temps et pour qu'ils soient bien implantés. Et les projets sont flexibles, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, le Parlement se réunit pour pouvoir discuter de ce qui est à corriger ou à améliorer au sein des projets, mais l'idée c'est vraiment de mener à bien ce qui a été mis en place. On voit effectivement que la différence, si comparaison n'est pas raison, on est dans des projets stratégiques sur un temps long, et parce que souvent dans les lives, comme toute la communauté qui suit, souvent, je ne veux pas faire de politique politicienne, c'est ni le moment ni le lieu, mais effectivement, en France, les gens veulent être réélus, donc il y a des politiques qui sont à très court terme, et souvent ce qui arrive derrière défend ce qui a été fait, donc on n'a pas ce temps nécessaire pour installer des politiques de développement durable, pas seulement en termes d'écologie pour la planète, mais de développement à une échelle humaine qui permettent à des réelles politiques de s'incarner. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez une tradition essentiellement orale, est-ce que vous avez la mémoire de votre peuple? Est-ce que vous savez depuis quand il est sur cette terre? Et est-ce que vous avez, au-delà des rites de cette société initiatique, une religion, quelle qu'elle soit, animiste ou autre? Et est-ce qu'il y a eu des mélanges de religiosité, je dirais, avec l'arrivée notamment de la religion chrétienne au Brésil? Então, e eu vejo bem que a diferença desses projetos são que é um projeto estratégico sobre uma duração do tempo. E aqui no mundo moderno e aqui em França, sobretudo, a política são só um tema de ser religido. Então temos aqui políticas que são muito curtas, políticas que não envisionam o desenvolvimento. E o mais que está acontecendo aqui é que a nova política está destruindo o que a última política fez ou começou a fazer. Então não temos essa visão sobre o tempo. E isso não nos permite de desenvolver uma política que cuida do meio ambiente sobre a escala humana. E então, eu sei que no povo suruê tem uma tradição oral de transmitir sabedoria, mas eu acho que alguém, pode ser que você alguém tem a memória do povo, sim. Então, se você estiver a nos poder explicar um pouco de faz quanto tempo que o povo suruê está aqui na Terra, se você tem uma religião, uma filosofia particular, e se temos um impacto com a religião
dos missionários, religião cristianista? Bom, eu não sei exatamente quantos anos que os suruís estão aqui na Terra, mas segundo o meu povo, desde que o mundo foi criado pelo Deus, né, a gente está aqui na Terra, né, mas isso, claro, traz para nós que a gente tem a nossa religião e também nossos critérios de vida, vida em gerações, né? Então, nós acreditamos que existe o espíritos que nossos ancestrais nós protegem, né? Nós cuidam, nós orientam. Então, assim, também o povo suruí teve contato com religião, de igreja, né? Como que fala? Missionários, esses, né, pastores, né? E isso também prejudicou muito a nossa cultura, a nossa religião, porque eles disseram que a religião do suruí era religião de espírito mau, né? Então, fizeram lavaram o cérebro dos suruís, né? E hoje, com essa discussão da política, a gente vem refletindo da valorização da nossa cultura a partir da criação dessa universidade e vendo que a gente não pode perder a nossa cultura, a nossa religião. Temos que manter a nossa conexão com a terra, com a floresta e com o céu. Mas isso é uma luta que nós temos que fazer, é uma conscientização que nós temos que fazer dentro do próprio nosso povo. Ok. Je ne sais pas exactement, donc Amir nous dit que je ne sais pas exactement depuis combien de temps le peuple sourou est sur Terre, mais selon les croyances de notre peuple, nous sommes là depuis la création du monde. Et effectivement, nous avons une religion du peuple païter et nous avons surtout des critères de vie que nous nous transmettons de génération en génération. Donc il y a toute une discipline alimentaire qui sont basées sur des observations de l'environnement dans lequel ils vivent et qui sont basées et qui aujourd'hui d'ailleurs sont accrédité par les recherches scientifiques sur l'alimentation. On aura peut-être un jour le loisir d'en parler. Donc le peuple païter croit que les esprits des ancêtres les protègent et les orientent. Ce sont eux qui viennent discuter avec le peuple, avec les leaders pour pouvoir donner des directives sur les orientations que le peuple sourou doit prendre. Avec le premier contact, le peuple sourou s'est retrouvé confronté donc aux missionnaires évangélistes et aux pasteurs, et ça a apporté des grands préjudices à la culture et à la religion initiale. Les missionnaires ont accusé les païters sourou donc d'être en relation avec les esprits du mal. Et ça est vraiment un lavage de cerveau qui s'est opéré au sein des générations du contact et de ceux qui ont suivi. Et aujourd'hui, avec une réflexion politique et culturelle, les chefs, et notamment Amir, ont pris conscience qu'il était essentiel de pouvoir créer une université des savoirs païters pour ne pas perdre leur identité et leur culture. Donc aujourd'hui, il est primordial de pouvoir mettre par écrit et de structurer la transmission des connaissances, la transmission de la façon dont le peuple païter vivait avec la forêt, de son lien, de sa connaissance et de sa sagesse. Et c'est la responsabilité même des leaders du peuple païter que de pouvoir conserver et protéger leur culture et leur identité. Aujourd'hui, avec ce que vous avez réussi à faire déjà, à endiguer, à enrayer la disparition de votre peuple, mais face au rouleau compresseur, je dirais, qu'on voit dans le monde moderne, avec la mondialisation des échanges, et où chaque partie de la planète est exploitée dans des proportions déraisonnables, que ce soit en Afrique ou en Chine
pour les minerais, les terres rares, que ce soit en Amazonie évidemment pour le bois. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou est-ce que vous avez des raisons d'espérer? Est-ce que vous pensez que ce processus est enrayé et qu'on le voit quand même au niveau de la planète aujourd'hui? Il y a une conscience des peuples qui se réveille, qui se révolte aussi, parce que peut-être qu'on est allé, sans doute, l'homme blanc, sans se flageller, etc., en tout cas, le modèle dominant, mettons, une forme de capitalisme, et accéléré par la mondialisation. Est-ce que vous pensez que ça va s'enrayer? Il y a des raisons d'espérer? Ou est-ce que c'est un process qui va continuer comme ça à broyer les peuples autochtones et ne pas respecter la nature et la diversité? Então, hoje você fez muito progresso com a sensibilidade da opinião pública e também você conseguia proteger o seu povo, a sua cultura, a identidade. Tem muitos projetos que são muito importantes para continuar manter essas identidades. Então, mas você, o que acha do mundo moderno, da mundialização, dos intercâmbios, dos negócios que exploitam o planeta Terra de uma maneira que não é sustentável? E podemos ver aqui na África com o setor minerais, também na Amazônia com o setor da madeira e outros problemas. Você é pessimista com isso? Ou você acha que se pode mudar as coisas? Você se sente que a gente se está acordando, que se estão revoltando contra esse modelo que temos, que vem do modelo capitalista e da mundialização? Você tem esperança ou você acha que vai continuar assim a prejudicar os povos indígenas e a natureza? Bom, se nós não reagir contra isso e mostrar que existe a consciência, precisa ter consciência, a gente não vai conseguir mudar. Porque se a gente não reagir, o sistema atual vai entender que está tudo certo. Mas a gente precisa dizer não, a gente precisa apresentar um novo modelo, né? A gente precisa apoiar quem que está dizendo que precisa mudar, que são hoje jovens, né? A Brenta, tá aqui da Europa, é um exemplo disso. Mas eu tive também com uma criança aqui na França, como que é o nome da cidade lá? Reims. Eu encontrei com uma criança de 6 anos, ela falou para mim que ela parou de tomar Nutella, um sorvete, porque o sorvete desmatava, como que é? O palmeiras, né? Na Indonésia. Então ele falou assim, agora eu quero defender floresta, mas quando eu estou vendo você, eu quero apoiar também na Amazônia. Ela falou, então quer dizer, essas crianças são a mudança, a voz da mudança hoje. Dizer que eles não querem ver a destruição do futuro. E com essa história de alguns países como o Brasil dizer que vai apoiar a mineração, apoia desmatamento, não é o governo do futuro, é um governo de destruição. Então, eu digo que não, né? Por isso que nós estamos aqui falando que a gente precisa mudar, a gente precisa agir, porque se a gente não agir, nós estamos dizendo que sim à destruição do futuro. Ok. Alors, il est question de réagir en fait. Si on ne réagit pas, il est évident qu'on ne verra pas les changements que l'on désire. Donc, si le système continue de s'accommoder de ce qui est en train de se passer, on ne pourra pas initier un changement. Il est de notre devoir de montrer que des modèles sont en place, que des modèles sont possibles pour une autre forme de société qui respecte l'environnement et qui promouvoit quand même un développement économique. Et nous devons montrer que nous pouvons réussir à faire ces changements, que nous en sommes capables. Et pour ça, on a besoin d'agir
de sensibiliser, de parler, de participer à ces nouveaux modèles. Aujourd'hui, les jeunes se mobilisent, à l'exemple de Greta, par exemple, que nous soutenons, nous dit Almire. Et dernièrement, j'ai été visiter la ville de Reims pour faire des interventions dans des écoles. Et j'ai été très touchée par une petite de 6 ans qui s'appelait Charlie, qui est venue me dire qu'elle avait arrêté de manger du Nutella parce que il y avait de l'huile de palme dedans qui participait à la déforestation en Indonésie. Et donc, ce sont les jeunes qui ont cette voix, qui ont la voix du changement. J'ai été très touchée par elle et elle m'a dit qu'à partir de maintenant, elle voulait aider à protéger la forêt et la forêt amazonienne. Et ce sont eux qui vont apporter cette voix et qui vont... parce que pour ces enfants, pour ces jeunes, les gouvernements de demain, ce ne sont pas des gouvernements de destruction. Et il est de notre devoir de parler de cette nécessité d'agir. Sinon, si on n'en parle pas, si on n'agit pas, on cautionne ce qui est en train de se passer. Une double question pour finir. D'abord, vous avez un magnifique chapeau, qui est le chapeau des chefs. Vous allez nous expliquer comment il est confectionné, à partir de quoi. Et il y a aussi tout un rituel, c'est pas n'importe comment. Et comment peut-on vous aider? On va donner les adresses, aquaverde.org, qui reprend un certain nombre de missions, de dons, qui explique bien tout ça. Comment nous, Français, à Paris, partout en France, dans la communauté qui suit, on peut concrètement apporter notre petite pierre à l'édifice. Então, eu vou perguntar para você a última pergunta, que seja, você aqui tem um chapéu bem interessante, muito lindo, que tem muita significação. Você pode dizer um pouco mais sobre o chapéu, como que você faz, que é o símbolo aqui, de que está feito, e que também isso segue um ritual, se nos pode explicar um pouco como que é esse ritual, e também como que a gente aqui em França, não só em Paris, mas toda em França, toda a comunidade podia apoiar você, apoiar os seus projetos, pode ser com a Associação de Aquaverde, que já está apoiando os seus projetos, e se tem também ações concretas que a gente aqui pode começar a fazer. Então, exatamente, isso aqui, como eu falei, né, o Suruí tem 4 clãs, e esse chapéu, esse cocar, é um cocar do líder, o chefe do meu clã, que é Inhamé, né, porque aí eu resolvi homenagear sempre o meu clã, quebrando as regras, protocolo do povo Suruí, porque tem um cocar especial do chefe geral dos clãs. Então eu uso do meu clã, quebrando realmente protocolo, porque para mim esse aqui tem muito significado para mim, porque o meu clã sempre foi a luta em defesa do povo Paiter Suruí. E uma guerra junto com outro povo, a gente conquistou e a gente utilizou esse cocar. Então, para mim, tem um significado muito forte e me traz força para que eu possa acreditar que somos capazes de fazer a mudança baseada em necessidade de toda a sociedade, né? E como apoiar então, né? Com certeza aqueles que querem contribuir à nossa luta, apoiar a nossa luta, pode mobilizar a opinião pública, pode apoiar financeiramente e entrar na sátira realmente da Associação Água Verde, né? E também pode escolher quais projetos que quer apoiar. Tem, como eu falei, tem projeto de reflorestamento, tem projeto do museu, projeto da universidade, projeto agrícola, sistema de governança. Temos esses tipos de apoio que pode fortalecer, né, a nossa luta para que a gente possa continuar contribuindo e acreditando que
vamos fazer essa mudança para melhor ao mundo. Obrigado. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, le peuple Paiter-Souré est composé de 4 clans aujourd'hui, à savoir qu'ils étaient 15 clans au niveau à l'époque, avant le premier contact. Aujourd'hui, le peuple Souré, c'est 4 clans, et cette cocarde, comme on l'appelle, que je porte là, c'est la cocarde de mon clan, du leader de mon clan, qui est le clan Gamep. C'est un hommage à mon clan. Sinon, il y a également la coca pour le leader général de tous les clans. Mais quand je viens ici, j'aime porter la cocarde de mon clan parce que c'est une forme de respect envers mon peuple. Mon clan, le clan des Gamem, il faut savoir que c'est le clan des défenseurs du peuple Paiter. Les Paiters sont divisés en fonction de leurs responsabilités. Il y a le clan qui est le clan agricole, le clan de l'artisanat, le clan spirituel, etc. Et le clan des Gamem étaient les défenseurs de tout le peuple souroué. Et donc la signification pour moi est forte et c'est pour moi le symbole pour que je me rappelle que nous sommes capables d'initier les changements qui sont une nécessité aujourd'hui pour toutes les sociétés vivantes. Et c'est un symbole de force et ça m'aide à me rappeler les objectifs de mon devoir. Sur la question de comment nous soutenir, vous pouvez vous joindre à notre lutte et nous soutenir en mobilisant les opinions publiques, mobilisant l'opinion publique autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement à travers l'association Aquaverde qui nous aide à développer nos projets. Vous pouvez choisir les projets sur lesquels vous voulez participer. Et il y a des projets que nous avons qui sont des projets du musée Paiter-Souré, des projets de reforestation, des projets sur les systèmes de gouvernance, des projets sur l'université autochtone, comme vous savez. Et voilà, tout ça, ce sont des projets qui contribuent à fortifier notre identité et aussi qui contribuent à initier les changements que nous voulons voir s'opérer dans le monde pour pouvoir améliorer la société et l'état de notre planète et la façon dont nous consommons et nous vivons. Chef Amir, en tout cas, merci beaucoup. Vous venez d'expliquer avec beaucoup d'humanité en fait que la défense d'une identité, aussi petite soit-elle, je parle en termes de territoire ou de peuplade, etc. Évidemment, il n'y a pas de concours, il n'y a pas une petite spiritualité, une grande spiritualité, tout est important. Mais à quel point il est important de concilier la défense de toutes les identités et à la fois d'avoir un projet d'ensemble un peu plus global et général. Si j'ose des comparaisons, c'est que souvent on pense qu'on est en tout cas en France, dans le monde occidental, pour comme ça, dans des débats théoriques sur l'avenir du monde, de la planète, des peuplades, etc. C'est pas du tout théorique et il suffit soit de s'élever un petit peu, par exemple quand on fait un petit peu de montgolfière, ce qui m'est arrivé, dès qu'on monte on dit waouh, c'est beau quoi, c'est beau la planète, c'est beau la Terre. Ou quand on plonge aussi, quand on va un peu sous l'eau, il y a des mondes tout à fait incroyables et là on prend conscience de ce qu'il faut protéger. Donc c'est à la fois la défense de toutes les identités qui ne doivent pas se combattre mais comprendre qu'elles doivent cohabiter, et c'est quand on sait qui on est, quand on est, je dis même pas fier, quand on sait simplement qui on est, qu'on peut aller vers les autres pour essayer de cohabiter et de vivre dans un monde plus serein. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, d'avoir pris ce temps pour nous. Vous serez toujours le bienvenu ici en France et en tout cas à Sud Radio. Merci. Obrigado. Então, eu vejo aqui que é essencial conciliar a defesa da humanidade, que todo mundo se tem que se unir e elevar um pouco sua visão e sua perspectiva, que o planeta é um planeta incrível, belo, manifestante. E se a gente vê a floresta, vê o mundo de um nível um pouco mais alto, ou se elevar para o fundo do mar, você pode ver a beleza do planeta. E você pode desenvolver essa consciência da beleza. E isso vai unir a defesa
da humanidade, em a defesa da identidade de todos e por isso vai também nos ajudar a coabitar juntos. Se a gente sabe quem sou eu para todos nós, é assim que a gente também pode criar, pode desenvolver esse novo mundo. Então, eu agradeço muito a você para chegar aqui e para compartilhar essa mensagem com nós. E você sabe que sempre você é bem-vindo aqui na França. Obrigado. Também quero agradecer pelo esse espaço, pelo esse oportunidade que você me deu aqui para que eu possa compartilhar com essa pequenas mensagem, mas que sai dentro de mim como eu desejo, o meu povo deseja o mundo que seja. Né? Então, assim, realmente, franceses têm nos recebido bastante com carinho, com respeito aqui nos seus países, onde a gente visitou várias pessoas, né? E dizer que também o nosso conhecimento, nosso povo está à disposição a todo mundo para que a gente possa estar junto e acreditando que o mundo é possível que seja justo para todos. Je voudrais vous remercier tous pour votre écoute, pour votre attention, vous remercier aussi de m'avoir ouvert un espace de dialogue et de communication. C'est une très grande opportunité pour moi de pouvoir partager mon message avec ce public. C'est vraiment un message qui vient du cœur et c'est vraiment le désir du peuple souroué de voir un monde meilleur naître. Et nous pouvons construire ce monde ensemble. La France, j'ai été très bien reçue ici en France avec beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Et j'ai pu rendre visite à beaucoup d'institutions, beaucoup de gens, des écoles également. Et mon peuple met vraiment à disposition ses connaissances pour le monde. Et nous savons que nous pouvons tous ensemble construire un monde juste. C'est possible. Obrigado. Obrigado pela tradução.